Bienvenue sur votre nouveau rendez-vous Enjeu sur Banamikili, votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité politique, diplomatique et géostratégique. Surtout, soyez fidèles. Chers spectateurs, bienvenue dans notre nouvelle émission de Enjeu. Si vous aimez notre émission, je vous prierai de faire partager à vos connaissances pour une plus large diffusion. Aujourd'hui, nous avons 4 points que nous allons commenter. Le premier point, c'est l'annulation du concert de JB Mpiana, que nous allons rétrograder en dernier point. Nous allons parler donc de la déclaration de Nairobi, du massacre dans le Nord Kivu et de la situation chaotique en Centrafrique. Et pour terminer, nous allons aussi parler des 800 militaires qui vont être envoyés, comme l'a annoncé le gouvernement congolais, en Centrafrique. Voilà. Donc, Papa Henri Zouzi, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, déclaration de Nairobi. La polémique enfle au sujet des concessions faites par Kinshasa sous la pression internationale. La RDC a-t-elle été piégée? Pourquoi Joseph Kabila et son gouvernement sont-ils convaincus qu'ils ont remporté une victoire diplomatique? Quelle garantie avons-nous que toutes les parties respecteront leurs engagements? Peut-on sérieusement faire confiance à l'Ouganda qui protège Sultan Makenga et au M23 qui recrute encore au Rwanda, selon un rapport confidentiel de l'ONU? Vous savez, quand on évoque chaque fois la question de l'Est et des accords, des déclarations qui en découlent, je crois que l'exercice le plus important à faire, c'est de remonter dans le passé. Si vous voulez bien, allons en 2009. Nous sommes au mois de mars. Quelques semaines avant la signature des fameux accords du 23 mars. Qu'est-ce qui se passe? Laurent Nkunda est exfiltré au Rwanda. Et c'est Sultan Makenga et Bosco Ntaganda qui prennent le relais, avec bien évidemment Bosco Ntaganda qui assure le leadership et qui va conclure, en compagnie de Désiré Kamanzi, qui est dans la branche politique du CNDP, les fameux accords dits aussi, mieux connus sous le nom des accords du 23 mars 2009. Kinshasa pensait que le Rwanda livrerait Laurent Nkunda. Force est de remarquer que 4 ans plus tard, il n'en est rien. Nous sommes aujourd'hui dans le même cas de figure, avec, comme par hasard, Sultani Makenga qui se retrouve en Ouganda, des déclarations qui sont signées à Nairobi sans que la moindre garantie ait été donnée pour que ces ex-combattants réfugiés, soit en Ouganda, soit au Rwanda, soient remis aux autorités congolaises, soit pour être poursuivis, soit pour faire l'objet d'un examen en vue d'un éventuel amnistie, soit dans le cadre d'une réconciliation nationale. Donc, dans les 2 exemples que je viens de donner, nous avons au départ un problème de confiance qui se pose. Et c'est le même problème qui se pose aujourd'hui. Je vous le dis, comme je le pense, nous n'avons pas le droit de croire un seul instant que le Rwanda et l'Ouganda honoreront la part de leur contrat ou leur parole. Pour une raison très simple, c'est que si l'Ouganda, en qualité de médiateur, a signé le communiqué final des déclarations de Nairobi, le Rwanda et l'Ouganda ne sont pas signataires du processus d'une manière générale. Ça veut dire que les déclarations de Nairobi exonèrent de fait la responsabilité de ces 2 pays, en dépit du fait qu'ils ont été abondamment cités par des rapports onusiens. Mais en cela, Kinshasa, me semble-t-il, a commis une erreur monumentale. Monumentale, mais aujourd'hui on peut dire que, et on le voit, le gouvernement congolais ne fait pas pression pour qu'on puisse lui remettre et Nkunda Batware et Sultan Makenga. C'est chaque fois la même chose, dans le sens où on fait semblant de faire pression et on espère que le peuple va oublier cette affaire et puis on n'en parle plus. D'ailleurs, aujourd'hui, pour vous montrer à quel point c'est vraiment une erreur du gouvernement congolais, il ne parle plus de Nkunda Batware. Alors ça montre... Mais il faut oublier,
Il faut oublier Nkunda. Mais est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est normal que nous ayons un État qui est censé défendre sa population, qui ne fait pas pression pour que justice soit faite à cette population et qui, quelque part, participe à ce qu'il y ait toujours l'impunité quand sa population est sauvagement assassinée. Il y a deux agendas différents. Il faut vraiment que nos amis internautes qui nous suivent le sachent. L'agenda congolais, c'est la justice. L'agenda de la communauté internationale, c'est la réconciliation. C'est deux agendas qui sont inconciliables. Kinshasa est pris au piège pour deux raisons. La première, c'est que sans la brigade d'intervention, les FRDC ne seraient pas venus à bout du M23. Il faut le savoir. Si Kinshasa essaye de faire croire le contraire, c'est une imposture intellectuelle. La deuxième chose, il vous reviendra que lorsque Nkunda est allé, lorsqu'il a été exfiltré providentiellement, j'allais dire, au Rwanda, Kinshasa, dans un premier temps, a dit « Nous allons prendre les mesures qui s'imposent pour demander qu'il soit extradé. » Rien n'a été fait. Pire encore, Bosco Ntaganda, signataire de l'accord du 23 mars, sera protégé par les autorités congolaises, malgré les exactions de ce mouvement. Je note que le 3 mai 2012, le secrétaire général du PPRD, M. Évariste Bochab, prendra la parole et déclarera « Il n'est pas question de livrer Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale. » Ça, c'est vrai. Si aujourd'hui, on estime que la vitrine politique du M23, présidée par Bertrand Bissimois, bénéficiera d'une amnistie, par voie de conséquence, cela signifie que la branche politique du M23 n'est pas comptable des actes commis par la branche militaire. Mais admettons que M. Bissimois, par quelque miracle que ce soit intégré dans les institutions et que la CPI réclame son extradition. Nous aurons, je le crains, une répétition des propos tenus par M. Bochab, à savoir, pas question de livrer Bissimois et ses acolytes à la CPI. De la même manière, je vois très mal l'Ouganda et le Rwanda livrer les combattants qui sont sur son territoire pour une raison de stratégie et de géostratégie. C'est que la présence de ces combattants du M23 au Rwanda et en Ouganda constitue un moyen de pression sur Kinshasa. Mais à part ça, les rapports de l'ONU, et je vais rappeler à nos téléspectateurs que l'ancien chef d'état-major rwandais, exilé en Afrique du Sud, l'a très bien dit. Général Kayumba. Kayumba l'a très bien dit que les militaires du M23 sont des ex-soldats de l'armée de l'FPR, je crois, l'armée patriotique rwandaise. Donc, quelque part, ce n'est pas que de la géopolitique. Je dirais que c'est d'abord leurs propres ressortissants. Ils ne vont pas les livrer à des autorités internationales ou bien voisins où ils ont été commettre des exactions, tout simplement parce que sinon le secret qui explique que c'est eux qui les ont envoyés sera connu de tous. De toute façon, Kinshasa ne réclame plus... mais comme d'habitude, voilà. Kinshasa ne réclame jamais Donc, personne. voilà. Kinshasa, ils sont comme ils sont. Mais ce que j'aimerais dire maintenant par rapport aux reproches que je fais à la communauté internationale, est-ce qu'il y aurait une justice à deux niveaux, une pour les Africains et une pour les autres? C'est-à-dire que quand il s'agit de terroristes qui sèment la pagaille, la destruction, la mort au Congo, on doit aller vers une réconciliation nationale. Quand il s'agit par exemple de ceux qui tuent des terroristes, comme ils les appellent en Irak, là il faut les exterminer. Est-ce que, et ma question est celle-ci, pourquoi les États-Unis n'ont pas cherché à faire une réconciliation avec Ben Laden? Bien que ce n'est pas un citoyen congolais, mais il a semé la mort aux États-Unis. Nous avons vu l'acharnement de l'Amérique pour venger les morts américains. Ils avaient dit que nous capturerons Ben Laden mort ou vif. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de place pour des négociations. Et que des gens qui ont commis des atrocités pires que Ben Laden, qui ont violé des enfants, qui ont violé des femmes, qui ont mutilé des femmes, qui ont détruit des familles,
qui ont détruit les organes génitaux de nos mamans, de nos femmes, de nos sœurs, de nos frères, qui ont détruit les familles en commettant des génocides au Congo, eux doivent aller dans un processus de réconciliation. Et ils ont le droit de se transformer en parti politique. Et ils ont le droit de se transformer non seulement en parti politique, mais ils ne seront pas inquiétés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'on demande après à ces gens qui ont tué de se remettre même avec la population qu'ils ont tuée? Et est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que pour moi, l'histoire se répète et les gens sont toujours tués. Kinshasa s'est mis dans cette situation tout seul. Et ça, c'est la succession et la conséquence de stratégies hasardeuses qui ne tenaient jamais compte des erreurs du passé. Vous savez, lorsque vous utilisez une méthode qui ne fait pas ses preuves, qui vous entraîne chaque fois droit dans le mur, et que vous ne la changez pas, il ne faut pas vous étonner. Parce qu'il y a une sorte d'entêtement suicidaire, une sorte d'ignorance criminelle de la part des autorités de Kinshasa par rapport à, j'allais dire, des aspects de ce problème, de ce conflit qui leur échappe. Depuis le début, Kinshasa a voulu jouer au bon petit soldat. Vous savez, quand vous êtes en classe primaire, vous répondez à une question de votre maîtresse, elle vous donne un bonbon, vous êtes content. C'est un peu la même chose. Nous avons la communauté internationale dans le rôle de la maîtresse et Kinshasa dans le rôle du bon petit élève, bien poli, qui répond à la question et qui fait ce qu'on lui demande. Faire ce qu'on lui demande, c'est quoi? C'était simplement de créer les conditions pour que cesse le conflit à l'Est, au détriment de l'intérêt des Congolais. Cela signifiait apposer sa signature sur un document séparé, parce qu'il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. On a éclaté en 3 documents ce que l'on aurait pu mettre dans un seul document, et on n'a pas voulu tenir compte de l'intérêt des Congolais. C'est vrai que le gouvernement a donné l'impression, dans un premier temps, de défendre l'intérêt du peuple congolais, sa souveraineté, mais au final, tous les efforts ont été annihilés par des comportements, des attitudes, des initiatives hasardeuses et contre-productives. Je répète ce que j'ai dit. Kabila se rend le 20 novembre à Kampala, le lendemain de la chute de Goma. Qu'est-ce qu'il va y faire? Nous l'ignorons encore à ce jour. Le 30 octobre dernier, malgré la victoire des FRDC, il dit que nous devons poursuivre les pourparlers. Et puis le 2 décembre, il va rencontrer à huis clos Museveni. 10 jours après, les déclarations sont signées à Nairobi. Tout cela n'est pas sérieux. Tout cela pose problème. Et tout cela suscite questions et interrogations. Et tout cela contribue à ce que le gouvernement congolais et par voie de conséquence le peuple congolais en arrive à avaler des couleuvres de ce type-là. C'est-à-dire accepter de discuter avec des gens que le Rwanda refuse de recevoir à sa table. Vous savez, l'envoyé spécial des États-Unis, Royce Feingold, a dit récemment que ce n'est pas nécessaire que le Rwanda et l'Ouganda discutent avec la LRA ou l'FDLR. Pourquoi? Parce qu'ils sont en voie d'être défaits. Dans le cas de la RDC, non seulement on estime qu'ils ont été défaits, mais surtout on les associe à la table des négociations, avec comme circonstance aggravante l'absolution pour les crimes commis durant cette période. C'est un très mauvais signal, un très mauvais exemple, et c'est pour cette raison que ces déclarations constituent une entorse au principe même de la souveraineté de notre pays. Et ça, c'est quelque chose que je déplore à titre personnel. En une petite phrase, pourquoi, selon vous, peut-on dire pourquoi le gouvernement de Kinshasa estime qu'ils ont remporté une victoire diplomatique à Nairobi pendant que tout le monde et tous les observateurs disent le contraire? Vous savez, Kinshasa a une tradition diplomatique, c'est celle qui consiste à mettre la charrue avant les bœufs. Vous vous engagez dans un processus, mais vous ne savez pas quelles seront les modalités de mise en œuvre de ce que vous allez signer. On signe un document dans lequel on s'engage à transformer le M23 en parti politique, à déposer un projet de loi pour l'amnistie, etc. Je note qu'il n'y a aucun calendrier de mise en œuvre. À l'heure actuelle, au moment où nous parlons, ce sont les vacances parlementaires. En 2 mots. Oui. En fait, dans chacun de leurs projets, il n'y a jamais de calendrier pour la mise en œuvre. Il n'y a pas de calendrier. Comme pour le gouvernement qui devait venir. Il n'y a pas de calendrier. On est dans la fuite en avant, dans l'effet d'annonce. Toujours, voilà. Voilà. Bon, l'Assemblée nationale et le Sénat sont en vacances parlementaires depuis le 15 décembre. La rentrée parlementaire est prévue pour le 15 mars. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas convoquer en session extraordinaire le Parlement, c'est tout à fait possible, mais admettons qu'un gouvernement voit le jour d'ici quelques semaines.
le fameux gouvernement de cohésion nationale. Il y aura deux possibilités. Soit le laisser travailler pendant 3 mois en ayant les mains libres et sans la chambre délibérante qui pourra contrôler, j'allais dire, le travail de l'exécutif, ou alors convoquer le Parlement pour qu'il y ait, en session extraordinaire, la possibilité pour le prochain Premier ministre de faire sa déclaration de politique générale. Mais revenons aux déclarations de Nairobi. Puisqu'il faut déposer un projet de loi pour pouvoir amnistier tous ces gens-là, normalement, si on ne bouscule pas le calendrier, ça devrait se faire dans 3 mois. Mais donc, pendant 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vous rappelle que ce que Nairobi signifie pour l'instant, c'est que nous sommes dans une situation de ni paix, ni guerre. Il n'y a aucun mécanisme de vérification, aucune commission militaire mixte, comme ça avait été le cas à l'époque de Lusaka, aucun mécanisme de vérification, de contrôle. On est en l'air, en fait. On est en l'air. Et Kinshasa s'en tient à la parole du M23. Non, 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 non. Ils ont signé la déclaration, ils vont respecter. Mais depuis 1998, avec le RCD Goma, puis ensuite avec Nkunda et compagnie, puis avec le CNDP, et puis le M23, est-ce que vous, personnellement, vous avez le sentiment que tous ces gens-là que je viens de citer et leurs organisations ont respecté leurs paroles? Jamais. Ils ne l'ont jamais fait. Kinshasa le sait, mais pourtant Kinshasa persévère dans l'erreur. Et ça, c'est un problème. Alors, moi, je dirais ceci. Il y a un nouveau rapport qui est sorti et qui est déjà en train d'annoncer ce que nous-mêmes, nous avons dit dans une des émissions précédentes. Le M23 est encore en train de recruter. Les rapports sont en train d'aller abondent dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce nouveau rapport qui fait état que, en fait, avec la complicité des États qui les hébergent, ils sont encore en train de recruter. Et s'ils recrutent sur ces territoires-là, ces sols-là, ça veut bien dire qu'ils recrutent des autochtones de ces pays-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le Rwanda et l'Ouganda n'ont toujours pas digéré la tournure des événements. Mais ça ne suffit pas pour que l'on puisse s'en réjouir. Le problème, c'est que la diplomatie congolaise n'a pas été suffisamment efficace que pour impliquer plus étroitement l'Ouganda et le Rwanda en tant que donneurs d'ordre de cette rébellion dans les discussions. J'aurais aimé que la signature du Rwanda soit, en tout cas figure sur l'un des documents, même en tant que témoin, puisque cela aurait d'une certaine manière engagé ce pays-là. Or, qu'avons-nous ici? Nous avons 2 pays dont on sait, par différents rapports, qu'ils ont apporté un soutien à la rébellion, mais qui sont, comme par miracle, exonérés de toute responsabilité. Ces 2 pays sont également signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui a été signé, je le rappelle, le 24 février dernier, mais ils se sont employés à violer la lettre et l'esprit de cet accord. Aujourd'hui, on nous apprend que le Rwanda apporte une aide au M23 dans le cadre d'un recrutement qui serait en cours. Je ne suis pas du tout étonné. D'ici 3 mois, vous aurez le même type de révélation, mais avec chaque fois la même conséquence. C'est-à-dire que nous aurons une communauté internationale qui sera atone, qui sera plus préoccupée par des questions d'équilibre pour ne pas mécontenter l'une ou l'autre partie. Mais j'aimerais quand même dire que ça pose un vrai problème. Il y avait Laurent Fabius qui disait qu'on ne pouvait pas gracier chaque fois le M23 et qu'on devait changer de stratégie et que l'impunité ne pouvait pas prévaloir au Congo. Mais nous voyons que nous avons eu des déclarations, nous avons cru à ces déclarations, et nous voyons que c'est l'inverse que cette même communauté internationale est en train d'accentuer, enfin, en pression sur Kinshasa. Donc, vous savez, dans cette affaire, il faut bien avoir présent à l'esprit qu'après de multiples échecs dans ce conflit, la communauté internationale représentée par les Nations Unies avait besoin d'un succès médiatique et diplomatique, c'est-à-dire arracher un document attestant de la fin des hostilités, grâce notamment à l'apport de la brigade d'intervention. À ce moment-là, l'intérêt des Congolais importe peu. Ce qui est important, c'est que les Nations Unies, après une multiplication d'échecs, puissent revenir au devant de la scène et dire « notre mandat, nous l'avons pleinement exercé, la preuve, c'est que Kinshasa et le M23 ont signé une déclaration à Nairobi. » C'est la seule chose qui intéresse la communauté internationale. Le reste, ça n'a pas d'importance. De la même manière que dans 3 mois, si par malheur, et je crains que nous serons dans ce cas de figure, les hostilités devaient reprendre, eh bien, la brigade d'intervention reprendra du service. Et à ce moment-là, que dira la brigade d'intervention et les Nations Unies? Kinshasa n'a pas respecté la part de contrat qui était la sienne.
le M23 n'a pas respecté sa parole. Et on sera reparti pour un nouveau cycle de violence. Enfin, il y aura un nouveau groupe, ils vont former un nouveau groupe. Bien sûr. Ça Donc, ne fait aucun doute. Passons à la question suivante. Moi, je suis en train d'anticiper, en train de voir une chose. Oui. C'est que j'ai l'impression qu'ils sont en train déjà, le M23 c'est déjà du passé. Aujourd'hui, on parle de Nalou. ADF Nalou. Oui, en fait, c'est ADF tout court, parce que ADF Nalou, c'est un groupe rebelle ougandais qui a été créé dans les années 93-95, 93-95 pour les Français qui nous suivent, mais qui a éclaté quelques années plus tard et qui a donné lieu à une branche dissidente, ADF, qui, elle, en ce moment, effectivement, multiplie les exactions. Mais il y a les journaux qui les présentent déjà comme des Congolais. Parce qu'ils ont dit que c'était des Congolais, donc c'est un groupe congolais. Et j'ai vu une certaine similitude avec le Mali, la Centrafrique et aujourd'hui le Congo. C'est que j'ai l'impression, et ça c'est personnellement selon mes analyses, que la communauté internationale ou les grandes puissances, je dirais plutôt, sont en train de créer des zones de tension en invoquant toujours le problème, la guerre de religion. Parce que l'ADF Nalou, c'est des musulmans, il semble. Et donc maintenant, on nous crée un problème de guerre de religion au Congo. La même manière, si vous regardez en Centrafrique, qui il y a un an était encore épargné de toute guerre et ne savait pas qu'ils allaient rentrer dans le chaos, comme c'était au Congo, aujourd'hui ils sont dans le chaos le plus total, dans lequel on met en avant une guerre de religion entre les chrétiens et les musulmans. Nous l'avons vu, la même chose s'est passée au Nigeria avec Boko Haram. La même chose s'est passée alors que c'est eux-mêmes qui ont déstabilisé la Libye. Ils ont fait venir vers le Mali les terroristes qui sont bien sûr bien armés et puis qui ont créé le chaos. Et il a dit tu vas avoir une intervention de la communauté internationale, soi-disant pour protéger les populations, mais si on va plus loin, on regarde bien, on voit qu'en fait, ils viennent plutôt pour s'accaparer des minerais où il y a toujours des enjeux avec les sous-sols de ces pays-là. C'est-à-dire qu'en Centrafrique, il y a les minerais qui sont convoités par la France. Il y a l'uranium. Au Nigeria, il y a le pétrole. Au Mali, il y a... c'est toujours Areva et compagnie. Hein. Voilà. Et au Congo, comme vous le savez, là c'est la mine d'or. Donc vous voyez, moi j'ai l'impression, parce que j'avais lu un livre sur un monsieur qui est le maître à penser d'Obama, qui expliquait qu'en fait, on ne devait plus aller sur place, on devait faire semblant, fomenter des guerres pour pouvoir prendre possession, intervenir et prendre possession des territoires qui sont... sous zone de tension. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à mon analyse? Et est-ce que vous voyez une certaine corrélation? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Mais vous savez, lors de notre dernière émission, j'expliquais en fait qu'on assistait à un basculement depuis à peu près 5 ans sur le continent africain avec l'arrivée de groupes, pour le coup rebelles ou terroristes, qui avaient dans leur cahier des charges d'abord des revendications identitaires, puis des revendications, on va dire, territoriales, politiques. Maintenant, c'est devenu religieux. On en est là. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi inventer pour préserver ou pour entretenir le chaos en Afrique. Ce qui est certain, c'est que, pour revenir à l'ADF que vous évoquiez, c'est qu'il y a de cela quelques mois, il y a 2-3 mois, ils ont été signalés en compagnie des milices Al-Shabaab, qui viennent de Somalie, et qui, eux, pour le coup, s'attaquent à des régimes qu'ils considèrent comme étant infidèles. Mais avec, néanmoins, comme, j'allais dire, moyen de joindre l'utile à l'agréable, l'exploitation de ressources naturelles qui leur permettent d'alimenter le conflit, de le perpétuer et surtout de se fournir en armes. Alors, par rapport à ce genre de situations, qui sont de nature à perturber le bon fonctionnement des institutions de ces pays, très souvent, la communauté internationale, lorsqu'elle est limitée ou tout simplement, j'allais dire, prise de court par l'ampleur de ce problème, préfère à ce moment-là de deux choses l'une, soit encourager
des dialogues. On sait très bien aujourd'hui que c'est très compliqué avec des gens qui, en sous-main, continuent de bénéficier du soutien de pays voisins. Et surtout, ça permet à cette même communauté de redistribuer les cartes dans la sous-région. Si un régime est considéré comme étant peu coopératif, eh bien c'est le moment de le titiller ou de le perturber ou de le déstabiliser. Le seul problème, c'est que dans ce schéma, les pays qui sont affectés par ce genre de problème, je pense notamment à l'Ouganda et à l'RDC, voient leur sommet de l'État conforté par ce genre de situation. Puisque plus la crise perdurera, plus ces chefs d'État se maintiendront au pouvoir et plus ils pourront justifier le fait de devoir soit rester au pouvoir longtemps pour résoudre ce problème, ou en tout cas d'entretenir ce climat pour, là encore une fois, créer les conditions d'autres problèmes à venir. Oui, par rapport à ça, oui. Je voulais d'ailleurs signaler que j'avais oublié un autre pays. On voit que la sous-région est en train de s'embraser. Aujourd'hui, on nous fait aussi état du Soudan, du Sud, où on nous dit que Kiir et son vice-président ce sont... alors, on avait pourtant considéré que c'était la seule solution pour stabiliser le Soudan. On voit très bien que le fait que l'on ait coupé le Soudan en deux n'a rien résolu. N'a rien résolu, mais je veux dire, jusque quand l'Africain va continuer à se laisser manipuler par les forces extérieures qui sont intelligentes et qui ne sont pas besoin d'être sur place? Est-ce que vous avez entendu l'Union africaine? Est-ce que vous avez entendu la CEAC? Est-ce que vous avez entendu toutes ces organisations-là? Est-ce que vous les avez entendues depuis que la crise a repris en Centrafrique? Non. On a vu un président français aller plaider sa cause à l'Union européenne pour demander une aide des autres pays. Mais on n'a pas entendu les Africains. Il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, les Congolais, les Centrafricains, les Maliens soient infantilisés par une communauté internationale qui constate que les Africains sont totalement incapables de se saisir d'un problème qui les concerne au premier chef. Je dirais que l'Europe, en fait, utilise certaines personnes comme des rébellions pour que les minerais soient tirés. Parce que dans un État fort... Mais avec ou sans rébellion, ces minerais sont quand même retirés. Je veux dire, c'est vrai. Mais alors à quoi est-ce qu'ils gagnent? Mais justement, franchement, je suis sans voix. Parce que c'est vrai que jusqu'à il y a 3-4 ans, on pouvait établir un lien très clair entre les multinationales véreuses et des groupes rebelles qui sous-traitaient pour les intérêts de ces multinationales pour faire partir des minerais et travailler pour leur propre compte. Aujourd'hui, avec ou sans groupe rebelle, il y a quand même un trafic. Vous savez, 85% des recettes minières échappent au trésor public congolais. C'est pas moi qui le dis, c'est Thabo Mbeki qui est venu au Congo il y a 1 mois et demi à la tête d'une délégation, le Panel for Africa, et qui a conclu à cela. Donc là, il n'y a pas de M23, il n'y a pas de Raya Mutomboki, il n'y a pas... C'est le Congo lui-même. C'est très compliqué à avoir à comprendre. Mais j'ai plutôt l'impression que les groupes armés sont de plus en plus un moyen de diversion pour faire monter des revendications qui ne servent qu'une seule chose, à distraire l'opinion publique congolaise et à permettre au pouvoir de prolonger son bail à la tête de l'État. Parce qu'il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le pouvoir. Si aujourd'hui Joseph Kabila et son gouvernement sont tellement heureux de ces déclarations, mais c'est parce qu'il va falloir mettre en œuvre la lettre et l'esprit de ces déclarations, et nous savons très bien que pour mettre en œuvre cela, ça prendra du temps. Ça veut dire qu'il n'aura même pas besoin de réviser la Constitution pour se maintenir. Dès que le gouvernement de cohésion sera mis sur pied, nous repartirons pour un nouveau cycle de transition, et les Congolais vont se réveiller avec la gueule de bois. C'est ça qui est programmé. D'où l'exubérance irrationnelle du pouvoir par rapport à des déclarations qui vont très rapidement, je vous le garantis, se retourner contre le peuple congolais. Tout simplement. Et alors maintenant que la violence a repris, sous une autre appellation, ADF, NALU, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux cadavres de plus de 20 personnes, des femmes et des enfants qui ont été retrouvés dans le secteur de Béni? Les ADF sont-ils derrière ce massacre? La pseudo-défaite du M23 signifie-t-elle la fin de la guerre de l'Est ou le début de nouveaux affrontements entre les FARDC et d'autres groupes armés?
Faut-il s'attendre à d'autres accords entre Kinshasa et d'autres milices? Vous venez de donner vous-même les réponses aux questions que vous posez. Non, la guerre n'est pas finie. Non, le M23 n'est pas définitivement éliminé, que du contraire. On voit très bien que malgré ces déclarations-là, vous savez, la grande erreur, c'est d'avoir réduit le conflit de l'Est au M23. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout le cas. Deuxième chose, peut-être le plus important, vous ouvrez la boîte de Pandore. Puisque le M23 a obtenu son propre engagement, je ne vais pas dire accord, sinon je vais m'attirer les foudres de Kinshasa. Moi, qui suis à la tête d'un groupe armé, je peux aussi contraindre Kinshasa à des négociations. Mais ce qui est dommage et pathétique dans cette affaire, c'est que c'est le même schéma qui sera proposé. Vous savez, c'est un schéma clé en main. Amnistie, réconciliation, intégration, impunité. C'est le cercle vicieux. Dans l'autre sens, impunité, réintégration, amnistie. On tourne en rond. On tourne en rond. Et le message que vous envoyez à l'opinion publique congolaise n'est pas le bon. Parce que cela signifie en fait que nous pouvons subir chaque année ce genre de situation sans en sortir. Parce que c'est entretenu. On avait eu droit au brassage, ça n'a pas marché. On nous a inventé le mixage, ça n'a pas marché. On a introduit une dose d'amnistie, ça n'a pas marché. On a introduit une dose d'intégration de les institutions, ça n'a pas marché. 23 janvier 2008, acte d'engagement de Goma. 2 mois plus tard, les accords volent en éclat. 23 mars 2009, accord de Goma, les fameux accords du M23. On sait ce qu'il en reste, malgré le fait qu'en 2010, le CNDP et l'AMP signent un accord politique en vue des présidentielles. 1er avril 2012, le M23 entre en action. Le 19 novembre 2012, Goma tombe. 9 décembre 2012, début des concertations ou des discussions à Kampala. 24 février 2013, accord cadre d'Addis Abeba. Le 30 octobre, Kabila parle et dit qu'il faut poursuivre les négociations. Vous connaissez la suite. 4 novembre 2013, un premier projet d'accord sort. Le 11 novembre, la cérémonie de signature capote pour des raisons de sémantique. Et le 12 décembre, miracle, on se retrouve à Nairobi et non plus à Kampala pour signer les déclarations qui sont censées être... Écoutez, de qui se moque-t-on? D'accord. De qui se moque-t-on? Alors, passons à l'avant-dernière question. Oui. Celle qui va impliquer aussi l'envoi des 800 soldats congolais. Donc, la situation chaotique en Centrafrique. Des rebelles de la Sénéca ont trouvé refuge à Badolit et ont fui les combats avec plusieurs milliers de Centrafricains. Que font les autorités congolaises pour assurer la protection de nos concitoyens? Je vois que déjà, la question que nous avons préparée avec les militaires, ils trouvent un petit bout de réponse, donc je vous laisse répondre à cette question. Vous savez, la RDC est membre de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, et membre également de la FOMAC, qui est la Force de maintien de la paix d'Afrique centrale. En tant que membre de cette organisation, Kinshasa souscrit à un certain nombre d'engagements et l'envoi de troupes en fait partie. Sur le principe, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais est-ce que Kinshasa en a les moyens? Kinshasa en a-t-il les capacités? Je vous rappelle que le gouvernement a éprouvé les pires difficultés pour boucler son budget cette année, au point même que l'Assemblée nationale a demandé au gouvernement de faire le nécessaire, c'était un ultimatum, pour que l'on ne soit pas dans une situation budgétaire intenable. Je vous raconte une petite histoire, une petite minute si vous le permettez. Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti, au moment où les Enyélés s'affrontaient dans la province de l'Équateur, plus de 120 000 Congolais ont trouvé refuge au Congo-Brazzaville. On a demandé aux autorités de Kinshasa de faire le nécessaire pour les rapatrier. Vous savez ce que Kinshasa a fait? Pendant que ces 120 000 personnes traînaient dans les rues, dans la brousse, dans la forêt, Kinshasa a débloqué 3 millions de dollars pour envoyer en Haïti. C'est un geste généreux, je n'en disconviens pas.
Mais quand vous avez 120 000 de vos compatriotes qui attendent une solution, des On dirait un autorités congolaises, autisme au sommet de l'État. voilà, Il y a un bon. certain autisme. Eh bien, l'envoi des 850 hommes en Centrafrique procède de la même logique. Je ne m'oppose pas au principe, je dis simplement que nous n'avons pas les moyens. Deuxième chose, pourquoi on n'a pas décidé plus tôt d'augmenter le nombre de nos soldats qui combattaient le M23 à l'époque? Peut-être que le conflit se serait terminé plus tôt. Et puis, je vais dire Vous comprenez, il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un problème au sommet de l'État, mais j'irai plus loin. Aujourd'hui, au Congo, nous avons les frontières qui sont mal surveillées entre le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Donc, c'est des vrais passoires dans lesquels les groupes armés vont et viennent sans aucune, je dirais... On a mis pourtant sur pied un mécanisme de contrôle. Ça, ils ont mis. Mais il y a moins d'une semaine, on nous annonce que 20 personnes ont été décapitées dans le territoire congolais. Ce qui veut dire tout simplement que le territoire congolais n'est pas sécurisé et qu'il n'y a pas encore de paix là-bas. Alors comment peut-on aller dans un pays, dans un autre pays, même si on est plus bon que le bon Dieu, pendant que dans sa propre maison, ça brûle? Mais pour la petite histoire, l'envoi des 850 hommes est surtout une réponse de Kinshasa à Kigali, puisque Kigali a annoncé il y a 3 jours l'envoi de 500 hommes. Comme ça, vous le savez. Donc, ça devient Ben oui. Je dirais des guerres de... Non, c'est un concours de beauté. Ah, ils en envoient 500, ok, moi j'en envoie 800. Enfin, c'est ça, vous comprenez, c'est absurde, mais c'est ça. C'est vraiment absurde. Ah oui. Pendant que vous n'êtes pas capable, bien sûr, non seulement de nourrir votre armée, de l'équiper, de l'entretenir, parce que le Rwanda peut entretenir son armée. Bien sûr. Le Rwanda utilise l'argent que la communauté internationale lui verse pour équiper son armée. Et donc, son armée est une des armées les plus efficaces, capable de lutter. Mais celle du Congo, mal nourrie, mal logée, c'est vraiment... Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Comme vous, voilà. Enfin, attendons, on en reviendra là-dessus, je crois, d'ici la semaine prochaine. Et donc, nous allons changer de chaise pour la dernière question, parce que nous allons parler maintenant du concert de JB Mpiana et de son annulation. D'accord? D'accord. Okay. Alors, Jean-Luc Kabouya, vous revenez de Paris, où près de 7000 combattants se sont réunis pour manifester, malgré la confirmation de l'annulation du concert de JB Mpiana. Pourquoi avoir tenu à manifester? Pourquoi les combattants ont-ils tenu à maintenir cette manifestation alors qu'ils avaient déjà obtenu gain de cause avec l'annulation du concert de JB Mpiana? Mais, Papa Henri, je commencerai par vous dire d'abord que ceux qui ont été manifestés, les 7000 personnes que vous avez pu voir à peu près, parce qu'il y en avait peut-être plus, n'étaient pas des combattants, c'est des Congolais. Il ne faut pas oublier, il y a un groupe de gens qui se forment et qui s'organisent contre le pouvoir de Kinshasa, que l'on nomme des combattants. Mais maintenant, ceux qui viennent nous soutenir, ceux qui forment le gros de la troupe, c'est des Congolais, qui ne se revendiquent pas nécessairement combattants, mais qui viennent parce qu'ils ont la même cause, c'est-à-dire qu'ils veulent le changement au Congo, le changement de régime notamment, parce que M. Kabila a déjà fait ses preuves. Mais deuxièmement, vous avez vu cette démonstration de force de plus de 7000 Congolais, qui sont venus malgré l'annulation, comme vous le dites. Alors imaginez-vous s'il n'y avait pas eu annulation. On aurait eu peut-être 14 000 personnes. Parce que les gens qui sont venus, d'autres ne sont pas venus parce qu'ils se sont dit, voilà, comme c'est annulé, on ne vient pas. Mais à quoi attribuez-vous ce déclic? Parce que, franchement, il y a 1 mois, il y a 2 mois, je sais que vous ne voulez pas tout réduire au vocable combattant, mais tout de même, il y a 1, 2, 3 mois, le mouvement des combattants était donné comme presque, j'allais dire, malade, léthargique. Et là, spectaculaire, démonstration de force. À quoi doit-on attribuer ce déclic? Quelle en est la cause principale? La première chose que je dirais, c'est ceci. On nous donne toujours pour mort. Je commencerai par dire, le gouvernement de Kinshasa
a mis beaucoup d'argent pour infiltrer beaucoup de nos frères. Ça, c'est prouvé, ça? Vous le voyez tout simplement par leur comportement, par ce qu'ils disent, quand ils veulent aller aux concertations, quand ils disent nous n'appellerons plus M. Kabila Kanambe, rien ne nous prouve que c'est un étranger. Vous voyez qu'il y a déjà un changement de langage qui ne prête plus à confusion. Quand vous voyez que les mêmes au sein de la structure combattante sèment le trouble perpétuellement, avec l'impérium par exemple. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de divisions avec certains groupes qui ont voulu récupérer le mouvement combattant. Je reviens à la manifestation de ce 21 décembre à Paris. Selon les chiffres qui ont été avancés, on parle de 5 à 7 000 personnes, des Congolais pour l'essentiel, avec évidemment un embryon constitué des combattants. D'après vous, comment ce succès va être géré dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Est-ce que vous allez vous en tenir à cette démonstration de force? Vous êtes content, il y a eu beaucoup de monde, et puis chacun va retourner vaquer à ses occupations? Ou est-ce que derrière cette démonstration de force, il y a quelque chose de plus pérenne, de plus durable qui se mettra en place? Mais la première chose, c'est d'abord pour les autorités françaises, pour les autorités belges et toutes ces autorités-là qui font des rapports sur le phénomène combattant, ils doivent savoir que le mouvement combattant ne s'essouffle pas comme ça. On nous donne toujours pour mort et chaque fois on ressuscite comme le sphinx. Donc ce que je dirais à ces gens-là, c'est que le peuple congolais est vigilant. Le peuple congolais est éveillé. Donc chaque fois qu'il y aura un enjeu de taille dans lequel il faut se battre contre l'incivisme, ils répondront toujours présents. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une pression permanente. Vous êtes bien conscient qu'en espaçant vos initiatives, vous relâchez la pression à un moment donné. Nous ne relâchons pas la pression puisque les pressions se mènent de différentes manières. Les combattants, ce n'est pas que ceux qu'on voit sur YouTube ou qui s'expriment tels que moi. Les combattants, ça peut aussi être vous. Donc il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre, il y a des lobbying qui travaillent dans l'ombre, qui font pression, qui vont voir des députés européens. Il y a plusieurs initiatives qui se mettent en place pour stopper le régime de M. Kabila. Et ça, c'est une réalité. Et souvent, les gens ne le voient pas. On dit aujourd'hui, oui, est-ce que vous allez stopper? Non, on ne va pas stopper. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on a juste démontré que nous avons lancé un mouvement dans lequel il fallait éveiller le peuple congolais. Et en fait, cette démonstration de force montre qu'il y a déjà un peuple qui n'est plus le peuple d'avant. On pouvait venir tromper avec des oui, on va faire un concert humanitaire, venez, l'embargo a assez duré. D'abord, ce concert, il y a un succès derrière cette manifestation parce que nous avons réussi, nous les combattants, à prouver que derrière cette machination de concert humanitaire, il y avait en fait le pouvoir de Kinshasa qui était derrière. Vous avez vu monsieur Jean Bédel Piana est parti voir tous les ministres congolais pour son concert. On nous parlait que ce concert allait être retransmis par la RTNC. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu d'un concert soi-disant humanitaire, ça devient un aspect national? On m'explique qu'à Kinshasa, toutes les 5 minutes, la publicité sur le concert de J.B. Piana était annoncée, de Boyo Kani Bosangani. Boyo Kani Bosangani par rapport à quoi? Pendant qu'il y a une opposition qui est prisonnier à Kinshasa, pendant que les droits de l'homme ne sont pas respectés à Kinshasa. Précisément. Et je terminerai juste pour dire, cela tend à démontrer qu'aujourd'hui, le mécanisme qu'on emploie à Kinshasa, c'est-à-dire celle de distraire la population, on veut nous l'amener en Europe. Ils veulent réduire l'opposition qui est établie ici en Europe, qui est contre le régime. On veut essayer de la faire vaquer à l'occupation de la musique. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a eu intervention personnelle des autorités de Kinshasa pour qu'on donne des visas qui avaient été, et je le précise, qui avaient été refusés par le gouvernement français. Donc quelque part, d'abord, j'aimerais remercier la préfecture française qui a très bien jugé. Parce que imaginez qu'on aurait donné un accord pour ce concert. Ça aurait été un grand chaos. Non, effectivement. Pourquoi ça aurait été un grand chaos? Parce que
il n'y aurait pas eu assez de bus pour arrêter cette foule de Congolais qui seraient venus. Parce que là, vous en avez vu 7000, mais si jamais le concert avait eu lieu, il y aurait eu plus de 14 000. Est-ce qu'on peut considérer, à la lumière de ce qui s'est passé à Paris le 21 décembre, je rappelle, un Et très grand succès. excusez-moi, je vais juste répondre à une dernière question Oui. que vous m'avez posée. C'est que, oui, nous allons fructifier cette... Comment Nous allons la fructifier, c'est que nous avons déjà un rendez-vous, une date qui est prise. L'année prochaine, il y a M. Kabila qui est invité en Belgique. Au mois de Donc, mars. voilà, au mois de mars. Donc je dis à tous les Congolais, c'est que maintenant, au mois de mars, le rendez-vous, c'est à Bruxelles. Ce n'est plus à Paris, à Bruxelles, parce que c'est à Bruxelles que nous allons faire cette démonstration de force pour montrer aux autorités belges qu'ils ont fait une erreur d'inviter M. Kabila, et ils vont le démontrer, c'est qu'il n'y aura pas assez de policiers, il n'y aura pas assez de fourgons pour arrêter tous les Congolais. Je suppose que vous demanderez l'autorisation. Nous allons tout faire dans les Je ordres. note d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'incident, je pense, Il n'y a pas eu signalé à d'incident. Paris, ce qui est quand même une nouveauté, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu parfois des débordements, mais là je dois dire que c'est un véritable tournant auquel nous avons assisté. Alors précisément, est-ce qu'on peut considérer, je vous laisserai répondre, que désormais, à la lumière de ce qui s'est passé à Paris, donc samedi 21 décembre, aucun artiste musicien congolais ne pourra plus se produire en Europe tant que le régime Kabila sera en place? La seule chose que je veux répondre, c'est que tant que les préfectures de police resteront sur leur position, C'est-à-dire, quelle est cette position? c'est-à-dire ils ont eux-mêmes énuméré une certaine série de choses qui s'étaient passées lors des précédentes concerts, par exemple celle du Zénith de Fally Ipupa, dans lequel il y avait eu des voitures incendiées, où il y avait eu des brises, des voitures de la RATP qui... Donc, tant qu'on cherchera à maintenir l'ordre en refusant ces concerts, tout se passera bien. Mais si demain, sous une quelconque liberté d'expression des musiciens, alors que nous Mais vous sommes la dans reconnaissez quand même, cette liberté d'expression. Vous la reconnaissez tout de même. nous la reconnaissons quand il s'agit de personnes qui ne soutiennent pas le pouvoir de Kinshasa. D'ailleurs, je tiens à vous dire que Benda Milili, qui sont des artistes, ou bien Lokwa Kanza, c'est des Congolais, mais ils se produisent. Est-ce que vous avez déjà vu les combattants se mettre dans les lieux où Lokwa Kanza se produit, où Benda Milili se produisent? Non. En fait, vous allez cibler des artistes en fonction de leurs opinions politiques. Nous ciblons ces artistes parce qu'ils rendent un mauvais service à la population congolaise. En soutenant un régime. En soutenant un régime parce qu'ils ont le devoir, en tant que leader d'opinion, de se placer derrière ceux qui les soutiennent, leurs fanatiques. Or, les fanatiques des Mais ce n'est pas une liberté, ce n'est pas une liberté qu'il faut quand même le reconnaître malgré tout, en dépit du fait que les concerts ont été annulés, etc. On peut vous poser la question. Mais moi, actuellement, je dis que le fait que ça peut être une liberté, mais en temps de paix. Là, nous sommes en temps de guerre, et en temps de guerre, l'état d'urgence s'impose. Ok. Alors, merci beaucoup, mon cher frère Jeannot Kabouya. Je rappelle que vous êtes fondateur de Banamikili, un site très suivi, et vous vous qualifiez vous-même d'ailleurs de journaliste combattant, et je pense que dans nos prochains rendez-vous de Enjeu, nous aurons à cœur de revenir sur l'actualité de la RDC, mais également l'actualité sociale, puisqu'il ne faut pas oublier que tout est lié dans un pays qui reste à reconstruire.